Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le milliardaire parla en arabe, et seule la domestique noire lui répondit, faisant taire toute la salle. Lieu, Palm Beach, Floride, résidence principale de la famille Sterling. Ce soir-là, dans la luxueuse villa de la famille Sterling, l'atmosphère était feutrée, mais chargée d'une tension invisible que seuls les esprits les plus attentifs pouvaient percevoir. La demeure, une bâtisse de style néoclassique perchée sur les hauteurs de Palm Beach, débordait de grandeur silencieuse, sol en marbre ivoire, escaliers monumentaux, œuvres d'art discrètement authentiques, et odeurs subtiles de bois ciré mêlées à celles du champagne millésimé. Le grand salon, cœur de la réception, s'ouvrait comme un théâtre. Des colonnes d'onyx noir veinées d'or encadraient des baies vitrées donnant sur la mer, tandis qu'au plafond, 3 lustres de cristal baccarat diffusaient une lumière dorée, presque céleste. Chaque éclat de verre réfléchissait les bijoux, les verres à vin, et parfois, des regards inquiets. Des hommes en smoking noir, des boutons de manchettes gravés de leurs initiales, parlaient d'actions et d'alliances géostratégiques. Des femmes aux robes longues traînes, aux talons discrets mais acérés, distribuaient des sourires maîtrisés comme des cartes de tarot, élégance, duplicité, pouvoir. La pièce bourdonnait de conversations raffinées, mais derrière chaque toast résonnait une autre réalité. Ici, on ne venait pas seulement pour briller, on venait pour être vu, pour plaire, pour gagner une place dans l'arène invisible des décisions qui façonnent le monde. Et à la tête de ce bal masqué, trônait Elliot Sterling. 68 ans. Des origines mêlées, père texan, mère née à Beyrouth. Il incarnait l'autorité dans sa forme la plus silencieuse. Son visage, buriné mais d'une symétrie impressionnante, était encadré par une barbe taillée au cordeau, poivre et sel, symbole d'une rigueur presque militaire. Ses yeux, d'un gris acier, semblaient lire entre les mots, disséquer les âmes. Il ne parlait jamais plus que nécessaire, et pourtant, chaque mot tombait comme un verdict. Il n'interrompait jamais, car les gens s'interrompaient d'eux-mêmes quand il les regardait. Fondateur de Sterling Capital Group, son empire s'étendait des pipelines du Golfe jusqu'aux satellites militaires. On disait de lui qu'il connaissait le langage du pouvoir mieux que celui des sentiments. Il inspirait autant l'admiration que la peur. Mais ce qu'on ignorait souvent, c'est qu'il avait une passion secrète, les langues anciennes, la poésie arabe, et les civilisations oubliées. Il les considérait comme les clés d'un autre monde, un monde où la culture valait plus que les titres. Et ce soir-là, alors que la foule croyait fêter un simple partenariat avec un fonds émirati, Elliot Sterling avait une toute autre mission en tête. Il voulait observer, distinguer, éprouver. Car à travers les sourires brillants et les poignées de main huilées, il cherchait autre chose, l'intelligence véritable. Celle qu'on ne voit pas à la surface. Il voulait savoir si, dans cette salle pleine de faux-semblants, quelqu'un méritait d'être regardé autrement. Ce n'était pas une fête. C'était une épreuve silencieuse, une mise à nu élégante orchestrée par un homme qui n'avait plus rien à prouver, mais encore tout à transmettre. Et pour cela, il avait soigneusement préparé une déclaration. Alors que les invités étaient absorbés par un discours ennuyant sur l'évolution des marchés émergents, un sujet qu'ils prétendaient tous maîtriser, Elliot Sterling leva la main, un simple geste, mais suffisant pour faire taire l'ensemble du salon comme s'il avait actionné un interrupteur. Les conversations moururent d'elles-mêmes. Les vers s'immobilisèrent à mi-chemin des lèvres. Le pianiste en fond suspendit même ses notes, pris d'un pressentiment. Elliot s'avança lentement vers le centre de la pièce, son regard balayant l'assemblée comme un rayon X, évaluant, scrutant, disséquant les visages. Il tira un petit feuillet de sa veste, un morceau de papier jauni, soigneusement plié, et, après un silence pesant, s'éclaircit doucement la gorge. Sa voix, grave, lente, enveloppée de résonance, résonna dans la salle avec une autorité presque ancestrale. Il parla en arabe classique, avec une précision qui surprit même ceux qui en comprenaient quelques bribes. Le respect ne s'achète pas avec de l'argent, il se mérite par la connaissance et la dignité. Il marqua une pause. Puis, les yeux à demi plissés, il reprit, cette fois en anglais. « Mais qui ici sait ce que je viens de dire ?» Un petit frisson parcourut la salle. Quelques rires nerveux fusèrent, discrets, étouffés, vite noyés dans les regards incertains.
On sentait poindre un embarras collectif, une gêne sourde que chacun tentait de masquer par un sourire ou un haussement d'épaule. Un diplomate du Golfe, pourtant supposément familier de la langue, détourna les yeux. Un banquier de la Silicon Valley tout sauta. Un politicien, plus cynique que cultivé, se pencha vers sa femme et murmura. « C'est quoi, du grec ?» Elliot les entendit tous, mais n'en montra rien. Il se redressa, la voix encore plus ferme, cette fois plus profonde, presque prophétique. « Celui qui comprend ma langue comprend mon cœur. Je ne tends la main qu'à ceux qui parlent à mon âme, pas à mon portefeuille. » Et là, un silence absolu tomba sur la pièce. Un silence lourd, presque physique. Comme une chape de plomb suspendue au-dessus des têtes dorées. Personne ne riait plus. Aucun serveur ne bougeait. Les coupes en cristal semblaient figées en apesanteur. Les visages, si sûrs de quelques minutes plus tôt, devenaient lisses, pâles, incertains. Derrière les perles et les nœuds papillons se dissimulait une vérité nue, personne ne comprenait. Ni les conseillers juridiques. Ni les ambassadeurs. Ni les anciens de Princeton. Et puis, ce fut une voix de l'ombre. Claire. Féminine. Étrangement sereine. Un murmure doux mais parfaitement articulé, en arabe. Mais celui qui écoute avec son cœur n'a pas besoin de beaucoup parler. Cette simple phrase traversa la pièce comme une flèche dans la brume. D'abord, il y eut de la surprise. De l'incrédulité. Un bref flottement, comme si l'univers s'était inversé pendant une fraction de seconde. Les regards se tournèrent. Tous. Sans exception. Vers une silhouette au fond du salon, debout près de la grande porte vitrée donnant sur la véranda. Grace Wilson. 42 ans. Une femme à la peau sombre, droite comme un cierge, portant un uniforme de service noir impeccable, col blanc amidonné, main jointe sur un plateau d'argent. Ses yeux, grands, calmes, brillaient d'une lumière profonde. Elle ne tremblait pas. Elle ne cherchait ni à se cacher, ni à s'imposer. Elle venait de parler la langue d'Elliot. Parfaitement. Avec grâce. Avec dignité. Mais surtout, avec vérité. Ce moment dura peut-être 3 secondes. Mais dans l'esprit de chacun, il pesa comme une éternité. Car tout venait de basculer. Ce soir-là, la plus grande démonstration de savoir n'était pas venue du haut de l'échelle, mais de celle que tous, jusqu'ici, avaient à peine remarquée. Et Elliot Sterling, pour la première fois depuis des années, resta sans voix. Grace Wilson était d'une élégance que peu savaient reconnaître. Pas de bijoux, pas de maquillage tapac s'engrave l'œil. Mais une dignité dans le port de tête, une calme puissance dans la posture, une sobriété assumée dans chaque geste. Sa peau noire aux reflets cuivrés captait la lumière comme un bronze ancien. Ses yeux, larges et d'un brun profond, portaient la mémoire de ce qu'ils avaient vu, lu, entendu et enduré. Son visage, marqué par le silence plus que par les ans, dégageait une forme de noblesse qu'aucun rang social ne pouvait attribuer ou retirer. Elle ne cherchait pas à impressionner. Et c'est peut-être pour cela que tout le monde fut impressionné. Originaire de Baltimore, fille d'un couple engagé dans la diplomatie et la culture, Grace avait grandi dans une maison où les mots étaient plus précieux que l'or. Son père, Elia Wilson, traducteur pour l'ONU, lui avait appris très tôt l'importance du langage, non pas comme outil de pouvoir, mais comme pont entre les mondes. Sa mère, Myriam, poétesse afro-caribéenne oubliée des circuits officiels mais vénérée dans les cercles marginaux de la culture noire américaine, lui avait appris à marcher avec sa tête haute, même dans les plus bas couloirs. Mais la vie, cruelle et imprévisible, avait balayé cette enfance. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture lorsqu'elle avait à peine 20 ans, la laissant seule avec 2 sœurs plus jeunes à élever. Abandonnant ses études à Georgetown, Grace avait travaillé comme assistante, serveuse, caissière, jusqu'à entrer au service discret de la maison Sterling. Depuis 7 ans, elle y vivait dans l'ombre des couloirs, attentive à tout, invisible pour beaucoup. Toujours ponctuelle. Jamais malade. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et pourtant, dans le secret du domaine, elle lisait. Elle apprenait. Elle écoutait. Les invités pensaient que le personnel n'entendait rien. Mais les murs ont des oreilles. Et parfois,
Un cerveau bien plus vaste que leur salon doré. Elliot Sterling, d'habitude maître de chaque situation, la fixa longuement, les traits figés, son masque de froideur fendu par une incompréhension sincère. Comment se fait-il que tu parles ma langue, et mieux que certains de mes partenaires? Sa voix, pourtant d'ordinaire glaciale, trahissait cette fois une forme de vulnérabilité. Il ne contrôlait plus le récit. Et cela, pour un homme comme lui, était un tremblement de terre silencieux. Grace, impassible, s'avança d'un pas. Calmement, elle déposa le plateau d'argent sur la table basse en acajou, là où quelques minutes plus tôt trônaient les canapés occupés par des hommes persuadés d'être les seuls maîtres des mots. Elle releva légèrement le menton et répondit, d'une voix douce mais ferme. Parce que j'ai appris votre langue bien avant de connaître la vôtre. Un murmure s'éleva dans la salle. Mon père était traducteur pour l'ONU. Il m'a appris à parler avec les gens avant de parler d'eux. Il m'a dit qu'une langue, ce n'est pas qu'un outil. C'est une mémoire. Une façon de respecter l'histoire d'un peuple. Elle marqua une pause. Puis, plus doucement encore. Et ma mère m'a appris à ne jamais oublier qui je suis, peu importe la tenue que je porte, ou la place qu'on me laisse dans une pièce. Les murmures s'intensifièrent. Quelques têtes se penchèrent. D'autres s'inclinèrent presque inconsciemment devant ce qu'ils venaient d'entendre. Mais Elliot, lui, ne détourna pas le regard. Et pourtant, tu travailles ici, demanda-t-il. La question glissa avec une teinte de honte, comme si elle lui échappait. Mi-fasciné, mi-dérouté. Comme un homme qui croyait avoir vu l'océan, avant de découvrir qu'il n'avait connu que des flaques. Grace ne sourit pas. Elle n'avait pas besoin de sourire pour émouvoir. Elle répondit simplement, presque comme on raconte un fait banal, mais chaque mot était chargé d'un poids que seul un vécu authentique pouvait donner. Oui. Parce qu'après leur mort, j'ai dû subvenir aux besoins de mes deux petites sœurs. Elles étaient encore des enfants. Il fallait un toit, des repas, une stabilité. Et parce qu'ici, j'ai trouvé des couloirs silencieux, des bibliothèques délaissées, des conversations que vous croyez privées, des langues que vous croyez mortes. J'ai écouté. J'ai appris. À cet instant, la salle entière semblait suspendue entre deux mondes. Un monde ancien, fondé sur les titres, les fortunes, les apparences. Et un monde naissant, bâti sur la profondeur, le savoir, et la vérité qu'aucune étiquette sociale ne peut enfermer. Ce soir-là, la fête ne reprit jamais vraiment. Après l'intervention de Grace, les violons avaient beau reprendre doucement, les conversations n'avaient plus la même intensité. Les verres étaient encore pleins, les plateaux d'amuse-bouche encore garnis, mais l'appétit avait quitté la pièce. Les rires se firent plus rares. Les regards, plus fuyants. Les hommes d'affaires au langage bien rodé évitaient désormais de croiser celui d'Elliot Sterling, dont le visage impassible cachait mal le tumulte intérieur. Plusieurs invités quittèrent discrètement la soirée, prétextant un vol à prendre, un rendez-vous politique urgent. Mais tous savaient, quelque chose d'irréversible s'était produit. La plus grande leçon de la soirée n'était venue ni d'un économiste, ni d'un professeur d'élite. Elle était venue d'une domestique invisible, dont la parole avait fendu la salle comme une épée invisible et laissé des égos brisés sur des tapis persans. Et Elliot Sterling, l'homme au pouvoir absolu dans ce monde de verre et d'or, se retrouva seul devant sa propre ignorance. Le lendemain matin, le ciel de Palm Beach était gris, couvert d'un voile discret, comme si même le soleil hésitait à s'imposer. Dans son aile privée, Elliot Sterling, vêtu d'un costume simple mais parfaitement taillé, se tenait debout devant la large baille vitrée de son bureau, regardant les vagues sans vraiment les voir. Sur son bureau trônait un dossier ouvert, vierge, à l'exception d'un nom. Grace Wilson. Il n'avait quasiment pas dormi. Non pas à cause de colère ou de fierté blessée, mais parce qu'il avait été bouleversé. La voix de Grace l'avait poursuivi toute la nuit. Pas seulement pour sa maîtrise de la langue, mais pour la justesse de son regard. Pour la clarté douloureuse avec laquelle elle lui avait montré, sans hostilité, combien l'élite qu'il avait rassemblée n'était qu'une illusion de substance. À 9h03, on frappa doucement à la porte. Entrez. Grace entra, droite, les mains croisées devant elle. Elle avait troqué sa tenue de travail pour une blouse sobre couleur crème et un pantalon beige, comme si elle voulait être digne, mais pas prétentieuse. Elle n'était pas nerveuse.
Pas arrogante non plus. Elle était présente. Authentique. Elliot l'invita à s'asseoir. Il resta un instant silencieux, les mains croisées sous le menton, comme un vieil architecte contemplant les fissures de son propre palais. Puis il parla, d'une voix plus grave que la veille, mais sans hostilité. Vous savez, je ne suis pas souvent surpris. Grace ne répondit pas. Elle savait qu'il n'attendait pas encore de réponse. Hier, vous avez fait plus que parler. Vous avez déplacé quelque chose en moi. Et dans cette maison. Il se leva, marcha lentement vers la bibliothèque murale, effleura du doigt une vieille édition bilingue du divan de Hafez, puis se tourna vers elle. Je possède des milliards, des sociétés, des jets. Mais je n'ai jamais été aussi pauvre que face à votre silence. Un long silence suivit. Puis, il reprit, posant les mains sur le dossier de son fauteuil. Ce que vous avez fait hier, ce n'est pas une simple réponse. C'était une démonstration de mémoire, de culture, d'humilité et de force. Le monde a besoin de ça. Moi aussi. Il fit une pause. Puis regarda Grace droit dans les yeux. Je veux vous proposer un poste, Grace. Pas comme domestique. Mais comme coordinatrice internationale de ma fondation culturelle. J'ai des bureaux à Casablanca, Dakar, Beyrouth, Rio. Mais ce qu'il me manque, c'est une voix qui relie tout cela. La vôtre. Grace resta immobile, interdite. Elle cligna des yeux. Elle n'était pas naïve. Elle savait ce que cela impliquait. Changer de vie. Changer de statut. Quitter l'ombre sans perdre son âme. Et pourquoi moi, demanda-t-elle doucement. Elliot sourit faiblement, pour la première fois peut-être de manière sincère. Parce que votre histoire est trop puissante pour rester dans l'ombre. Je veux que vous la racontiez au monde. Parce qu'il y a plus de sagesse en vous que dans 10 de mes conseils d'administration. Et parce que je crois que vous pouvez faire de cette fondation quelque chose que je n'ai jamais su faire, la rendre humaine. Un silence s'installa, mais cette fois, il était paisible. Grace baissa les yeux un instant. Elle pensa à ses sœurs, devenues grandes. À ses parents, aux livres de son père. Aux mots de sa mère qui lui disait souvent. Un jour, tu parleras, et on ne pourra plus faire semblant de ne pas t'avoir entendu. Alors, elle releva le regard. Et dit simplement. J'accepte. Mais à une condition. Elliot haussa un sourcil. Que ma première mission soit de rendre la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Et que vous n'attendiez pas de moi que je devienne comme eux. Je resterai moi-même. Avec mes racines. Avec ma voix. Le vieil homme acquiesça. C'est exactement ce que j'espère. 2 ans avaient passé depuis ce fameux soir où Grace avait brisé le silence d'une élite endormie. 2 années où elle avait endossé son nouveau rôle avec la même humilité, la même force tranquille qui la définissait. Le programme Wilson n'était plus une simple idée portée par un homme milliardaire en quête de rédemption culturelle. C'était devenu un véritable mouvement. Des bibliothèques bilingues avaient ouvert leurs portes dans des quartiers oubliés d'Alabama, où enfants et adultes découvraient pour la première fois la richesse de la langue arabe et de la littérature noire américaine. Au Maroc, dans les ruelles animées de Casablanca et les universités de Rabat, des centres d'apprentissage linguistique accueillaient des jeunes issus de milieux défavorisés, désireux de bâtir des ponts entre cultures, entre continents. Des bourses d'études permettaient à des traducteurs, souvent issus de minorités ethniques, de poursuivre leurs rêves, devenant à leur tour des passeurs de savoir. Et partout où le programme passait, la signature de Grace résonnait. Pas seulement parce qu'elle portait un nom désormais célèbre, mais parce qu'elle incarnait la voix de ceux qu'on n'entendait jamais. Devant une assemblée prestigieuse, rassemblée dans l'amphithéâtre historique de Harvard, Grace se tenait debout, non pas en simple invitée, mais en conférencière d'honneur. Des étudiants, professeurs, leaders culturels et journalistes scrutaient ses traits, fascinés par cette femme aux parcours atypiques. D'une voix claire, posée, mais vibrante de vécu, elle déclara. Ce que j'ai appris dans la poussière des couloirs, en étant invisible, vaut plus que tous les diplômes qu'on peut arborer sur un mur. Elle fit une pause, cherchant ses mots, pesant chaque phrase. La langue d'un homme n'est pas ce qui sort de sa bouche. C'est la manière dont il regarde ce qu'il pense ne rien valoir. C'est la tendresse dans son silence,
la patience dans son écoute, et le respect dans son regard. Un long silence suivit, avant que la salle n'explose en applaudissements. Pas pour une réussite individuelle, mais pour l'humanité retrouvée dans ses paroles. De retour dans les bureaux de Sterling Global, au cœur de New York, un changement discret mais profond avait eu lieu. Dans le hall d'entrée, là où autrefois trônaient seulement des tableaux de fondateurs et des trophées, un nouveau portrait avait été accroché. Le visage de Grace Wilson, lumineux, serein, plein de la force tranquille qu'elle avait toujours portée. Sous le cadre, une plaque gravée résumait son parcours en quelques mots simples mais puissants. Grace Wilson, elle n'a pas attendu qu'on l'écoute pour commencer à parler. Ce portrait était devenu un symbole. Un rappel que parfois, les voix les plus fortes sont celles qu'on croyait destinées au silence. Un témoignage vivant que le pouvoir réel ne réside pas dans l'argent ou le titre, mais dans la capacité à changer le regard des autres.